Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler exclusivement du kintsugi. Donc je m'appelle Manon Kerbeck, je suis céramiste à Paris et je fais également des réparations kintsugi. Donc on va parler de qu'est-ce que le kintsugi, sa définition, son étymologie, un petit peu de son histoire. Et ensuite on parlera du processus, des matériaux utilisés et de différencier le vrai kintsugi du faux kintsugi parce qu'aujourd'hui on voit énormément de choses très différentes sur le kintsugi et qui n'en sont pas vraiment. Et enfin j'ouvrirai à la fin de la vidéo sur la métaphore un peu plus philosophique du kintsugi aujourd'hui. Donc qu'est-ce que le kintsugi? Le kintsugi c'est une technique ancestrale japonaise qui permet de réparer les céramiques. Et c'est la seule technique aujourd'hui qui permet ensuite d'avoir un usage alimentaire des céramiques que vous avez réparées. Donc si par exemple une assiette est cassée, aujourd'hui on la répare souvent avec de la colle époxy, et bien avec le kintsugi, c'est un processus beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, mais vous pourrez en fait encore manger dedans alors qu'avec une colle pétrochimique, ce n'est pas le cas. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder l'étymologie du mot kintsugi pour mieux comprendre ce que c'est. Kin, en fait, c'est le kanji du métal, donc ça peut faire référence à l'or ou à l'argent en japonais, et tsugi, ça vient du verbe joindre. Donc kintsugi, finalement, c'est un petit peu la jointure de métal, la jointure à l'or, la jointure à l'argent. Et ça illustre en fait tout ce qu'est cet art ancestral, qui est vraiment de venir joindre à l'aide de laque et de poudre de métal ou d'argent les différents morceaux d'une céramique cassée. Donc d'où vient le kintsugi? Il y a une légende qu'on raconte souvent qui est qu'au XVe siècle, au Japon, le shogun Ashikaga Yoshimasa avait fait envoyer une de ses céramiques cassées en Chine pour la faire réparer. Et lorsqu'elle est revenue en fait réparée à l'aide d'agrafes au niveau des fêlures, ce qui n'était vraiment pas très élégant. Il a trouvé ça très grossier et il a demandé à ce qu'on trouve au Japon une technique locale pour venir réparer les céramiques de la plus belle manière qui soit. Et en fait, très logiquement, ce qui s'est passé, c'est que les Japonais ont finalement utilisé des matériaux qui étaient locaux, avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler, pour trouver une technique de réparation des céramiques qu'ils ont appelée kintsugi. Et en fait, on voit très bien avec les matériaux qui sont utilisés dans le kintsugi à quel point cette technique est ancrée finalement dans l'histoire du Japon, puisque qu'est-ce qu'on va utiliser pour le kintsugi? De la colle de riz, donc on va faire soi-même à l'aide d'amidon de riz finalement, des terres locales, des argiles très fins qui vont être utilisées pour faire des enduits, et principalement de la laque urushi qui vient du Japon, et de la poudre de métal, d'or, d'argent, ça peut être aussi de laiton ou de bronze. Et j'aimerais en particulier vous parler de cette laque urushi qui est un peu magique et qui est vraiment fondamentale dans le processus de réparation d'une pièce en kintsugi, puisqu'on la retrouve vraiment dans toutes les étapes, que ce soit du recollage à la fin lorsqu'on fait le dessin à l'or. Et cette laque urushi, elle vient en fait d'un arbre qui s'appelle le Rhus vermicifera, qui est originaire de Chine et qui pousse également au Japon aujourd'hui, dans des forêts spécialisées en fait, où il y a des personnes spécialisées dans la laque urushi qui les font pousser. Et c'est un arbre qu'on pourrait un petit peu comparer, en tout cas dans la manière dont on va extraire la laque de celui-ci, au latex, dans le sens où à certaines périodes de l'année, on va venir faire des entailles le long du tronc de cet arbre et directement va en sortir un liquide assez visqueux, assez particulier, qui est comparable à du vernis et qui s'appelle la laque urushi. Et en fait, dans tout le processus de réparation du kintsugi, on va utiliser que des matériaux naturels et principalement cette laque-là qui est issue directement de l'arbre et qu'on va à peine transformer puisqu'elle va être simplement filtrée de ses impuretés et ensuite soit utilisée de manière brute, soit ensuite teinte par exemple en rouge ou en noir selon l'usage qu'on veut en faire. Et ce qui est très amusant, c'est que cette laque-là, en fait, c'est ce qu'on appelle un polymère. Les polymères, ce sont des matériaux très particuliers qui vont sécher dans un environnement humide. C'est assez paradoxal et c'est ça un peu qui fait toute la magie du kintsugi, c'est que tout le long du processus, on va faire sécher à chaque fois les différentes étapes et qu'il va falloir favoriser le séchage en mettant la pièce dans un environnement humide et de préférence chaud. Et c'est comme ça que la laque va sécher et va durcir et va venir vraiment solidifier votre pièce cassée. Autre chose très amusante, si un jour vous êtes en contact avec de la laque urushi, sachez que cela a une odeur très particulière. Et moi je donne des formations en kintsugi dans mon atelier à Paris. Les élèves sont toujours très étonnés de cette odeur. Ce n'est pas une très bonne odeur en fait, hein. Ça rappelle des choses assez organiques. Donc si un jour vous utilisez de la laque, vous penserez à moi et vous vous rendrez compte de l'odeur que ça a. Moi je me suis habituée parce que finalement je l'associe au kintsugi, donc à une chose très belle, mais les gens qui n'ont pas l'habitude peuvent être assez surpris. Cette odeur bien sûr part au moment du séchage, tout comme d'ailleurs la toxicité de la laque, car comme je disais c'est un polymère et lorsqu'elle n'est pas encore sèche, lorsqu'elle est encore humide,
elle est toxique et il ne faut pas l'ingérer. En fait, elle est principalement urticante. Donc on met toujours des gants lorsqu'on fait des réparations. Et ensuite, lorsqu'elle sèche, il n'y a plus aucun problème. La laque durcit et elle est complètement inoffensive puisqu'on peut manger dans les pièces qu'on a réparées en kintsugi. Alors j'aimerais maintenant, dans un deuxième temps, vous parler un peu du processus. Je ne vais pas aujourd'hui vous faire un tutoriel kintsugi, ce serait assez long et assez compliqué dans une seule vidéo. Et je préfère pour l'instant, en tout cas, favoriser la formation en direct. Je trouve que c'est important d'apprendre d'un artisan en live entre guillemets. Donc si vous voulez apprendre le kintsugi, essayez de trouver quelqu'un dans votre région ou alors vous pouvez venir prendre une formation dans mon atelier, me contacter via mon site manonkerbeck.com, j'ai mis le lien en dessous dans la barre d'infos. Parce que finalement c'est un processus assez compliqué avec beaucoup de détails à noter, avec des proportions, etc. à respecter. Et je trouve que c'est encore plus beau d'apprendre cette technique ancestrale et si riche de sens auprès d'un artisan qui a lui-même appris auprès d'un autre, etc. de génération en génération. En revanche, je vais vous dire les grandes étapes nécessaires à la réparation d'une pièce en kintsugi pour que vous ayez un peu quand même une idée du temps que ça prend et du travail que ça demande. C'est assez important. Moi, on me demande souvent, est-ce que vous pourriez animer un atelier kintsugi pour nos collaborateurs? Il y a des entreprises qui nous contactent. On a 30 minutes et ils sont 40. Est-ce que c'est possible du coup de réparer des pièces en kintsugi? Et moi, je rigole très fort parce que en fait, déjà, il y a 4 étapes différentes avec des temps de séchage incompressibles qui vont minimum de plusieurs heures. Et c'est un processus très compliqué et très long. Donc c'est impossible de faire ça en 30 minutes. Et si vous voyez des gens proposer ça en 30 minutes, en 1 heure ou même en 1 journée, eh bien c'est qu'ils font du faux kintsugi. Et je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Donc quel est le processus d'une réparation en kintsugi? Donc première étape, on va venir recoller la pièce. Donc vous avez votre céramique, par exemple votre assiette qui est cassée en plusieurs morceaux. Vous allez mettre les morceaux de côté et déjà regarder s'il manque des morceaux ou pas, faire dans l'ordre l'assemblage pour se rendre compte un petit peu de comment la remettre ensemble, comment la réparer. Et on va préparer une colle de riz. Comme je vous disais, c'est que des matériaux naturels, c'est assez fascinant. Donc on va utiliser de l'amidon de riz et de l'eau dans une certaine proportion qu'on va ensuite mélanger et faire chauffer dans une casserole. Et ça va devenir une pâte assez gluante qu'on va ensuite mélanger à de la laque urushi brute qu'on achète en tube. Et on va venir étaler sur la tranche des fêlures cette colle qui est un mélange de colle de riz et de la urushi, et ensuite venir recoller les différents morceaux. Ce n'est pas du tout une colle à prise rapide, d'accord? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'utiliser, les colles pétrochimiques, etc. C'est une colle qui va sécher, moi je conseille au minimum 24 heures de séchage, et on peut mettre des petits scotch au niveau des fêlures pour venir solidifier tout ça, faire en sorte que la pièce tienne. Une fois que la pièce est recollée, on va faire la deuxième étape qui est l'étape du rebouchage. Le rebouchage, c'est un petit peu comme si on crée un enduit et qu'on venait au niveau des fêlures reboucher toutes les micro-failles en fait. On voit pas forcément à l'œil nu parce que s'il manque pas de morceaux sur une pièce, on a l'impression qu'une fois qu'elle est recollée, elle est bien fixée, mais lorsqu'elle s'est cassée, il y a plein de petits morceaux en fait qui se sont envolés, qui se sont éclatés au sol et qu'on ne voit pas très bien. C'est ça qu'on va venir reboucher à l'aide d'un enduit, encore une fois naturel, qu'on va faire à base de terre Jinoko et Tonoko, qui sont deux types de terre, deux types d'argile au grain assez fin. On va mélanger avec de l'eau et avec de la laque, selon certaines proportions. Et ensuite qu'on va venir, avec l'aide d'une petite spatule, appliquer, faire rentrer dans toutes les failles, une fois que la pièce est recollée. Et ensuite, une fois que c'est bien rebouché, on laisse sécher et on peut faire ça plusieurs fois, répéter plusieurs fois le processus, hein. Parfois c'est 3-4 fois, à étaler à chaque fois entre plusieurs jours. Vous voyez, c'est quand même long, hein, il faut être patient. Et ensuite, on vient nettoyer tout ce qui a sali la pièce, puisque ce qui est assez fou, c'est qu'une pièce réparée en kintsugi passe par des étapes où en fait elle n'est pas belle du tout. On a l'impression que c'est une personne ou un objet mal-être qu'on a amené dans une clinique avec des pansements partout, des blessures, avec de la terre, avec de la laque, et c'est vraiment que à la dernière étape qu'on révèle sa beauté. Donc c'est assez fou toutes les étapes par lesquelles elle passe. Une fois que c'est rebouché, on va faire la troisième étape, on va poncer l'enduit pour être sûr maintenant que lorsqu'on passe notre doigt entre deux fêlures, entre deux morceaux, c'est bien lisse, et on va appliquer la laque noire. Donc encore une fois, c'est la même laque, la laque urushi, qui est venue de l'arbre, qu'on a filtré, qu'on a ensuite teint en noir, et on va venir l'appliquer à l'aide d'un pinceau long, un pinceau de décor, et on va venir dessiner les fêlures entre les morceaux de céramique. On passe un trait de laque noire qu'on tire très doucement, et ensuite on va laisser la laque noire sécher. Quatrième et dernière étape qui se sépare en deux. Premièrement, on va venir poncer légèrement la laque noire pour qu'elle passe d'une teinte brillante à une teinte un peu plus mate. Et une fois qu'on a légèrement poncé la laque noire, on va laquer cette fois-ci en rouge, donc une laque urushi teintée de rouge. Et ensuite, on va attendre en général 45 minutes, 1 heure en fonction du taux d'humidité de l'air. On va attendre ce qu'on appelle le moment où la laque devient amoureuse, pas encore sèche,
mais qu'elle s'est un petit peu solidifiée quand même. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle est prête à accueillir la poudre de métal qui va lui donner sa couleur finale. Et ce processus-là de poudrage, c'est un processus en fait ancestral japonais qu'on appelle le maki-e. Vous avez sûrement déjà vu des boîtes en lac magnifiques avec des décors d'oiseaux, de fleurs, de nature, dans des coloris rouges ou noirs avec des décors dorés. Et bien c'est la même technique, c'est la technique du maki-e. On l'utilise également dans le kintsugi. On va prendre ensuite un pinceau spécial, le tremper dans de la poudre de métal, or, argent, laiton, bronze, comme vous le souhaitez, et venir balayer cette poudre de métal de part et d'autre, ce trait de lac encore collant, et en fait la laque va naturellement absorber toute cette poudre de métal et va venir se teinter par exemple de doré. Et c'est un processus absolument magnifique. Moi, c'est ma partie préférée du kintsugi qui se fait tout à la fin. Et donc souvent on utilise le mot kintsugi lorsque c'est une réparation à l'or, gintsugi lorsque c'est une réparation à l'argent. Et on peut aussi décider de laisser sa pièce à l'état de laque et de ne pas la poudrer, de ne pas faire ce processus de maki-e et de la laisser par exemple à l'état de réparation laquée noire ou laquée rouge, et c'est ce qu'on appelle un urushitsugi. Donc voilà, il y a différents noms en fonction de où on souhaite s'arrêter ou en fonction des variations de métaux qu'on utilisera pour réparer une pièce en kintsugi. Donc encore une fois, si vous souhaitez apprendre, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à venir voir mon site. Les infos sont en barre d'infos de ma vidéo pour venir vous former dans mon atelier. Et sachez que si vous êtes 2 personnes ou plus et que les dates ne vous conviennent pas, on peut discuter ensemble de créneaux sur mesure. Voilà, donc vous m'envoyez un petit message et on en discutera ensemble. Troisième point que j'aimerais aborder, c'est la différence entre le vrai kintsugi et le faux kintsugi. En fait, le vrai kintsugi, c'est très long. Il faut imaginer qu'une assiette, par exemple une assiette comme celle-ci, ça a été au moins 6 heures de travail à répartir sur minimum 4 jours. Rien à voir avec une colle à prise rapide, avec tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, c'est assez trompeur parce que le kintsugi en ce moment est très à la mode, notamment avec cette vague qu'on a autour de l'upcycling, autour de réparer les objets cassés, sublimer les objets cassés au lieu de bien les jeter, ce qui est génial. Mais il y a également beaucoup d'ateliers qui proposent un kintsugi rapide qu'on peut retrouver sur internet. Ou par exemple, vous pouvez faire un atelier de 45 minutes et venir réparer votre pièce en kintsugi. Vu que c'est impossible en fait en 1 heure de faire un vrai kintsugi alimentaire traditionnel, eh bien on va vous proposer une réparation à partir d'une base de colle époxy, une colle pétrochimique à prise rapide, et ensuite on vous proposera sûrement de mélanger une certaine peinture collante ou de la résine à une poudre dorée et à venir l'appliquer le long de la fêlure. Ce qui va vous permettre d'avoir une pièce souvent un peu fâcheuse, pas très jolie, en 45 minutes, et puis de ne plus pouvoir utiliser votre pièce de manière alimentaire. Donc si c'était une assiette, un grand plat, une tasse, un bol, eh bien il restera décoratif. Et le résultat malheureusement est souvent assez grossier. Et moi ce qui m'embête c'est qu'on appelle ça du kintsugi alors que ce n'est pas du kintsugi. Donc voilà, ça c'est vraiment... c'est un peu n'importe quoi. Il y a le kintsugi traditionnel, c'est ancestral, il a une technique précise et il faut respecter ça. Et donc on peut faire des réparations à la colle époxy et à la poudre dorée. Mais dans ce cas-là, on n'appelle pas ça du kintsugi. Voilà, donc je voulais juste faire un point là-dessus parce que ça me tient à cœur. Je trouve qu'il y a des techniques magnifiques qu'on doit perpétuer, il y a un héritage à perpétuer et c'est pour ça aujourd'hui que moi je fais du kintsugi, c'est parce que ça me tient vraiment à cœur de perpétuer cet héritage de la meilleure manière qui soit. Et donc si vous voyez ces faux kintsugi, eh bien sachez à quoi vous avez affaire. Dernier point que je voulais aborder aujourd'hui dans le kintsugi, c'était la métaphore du kintsugi. On parle souvent du kintsugi comme une technique ancestrale qui s'inscrit dans un mouvement de pensée, dans un mouvement spirituel et philosophique japonais qu'on appelle le wabi-sabi et qui est un mouvement assez complexe et je ne pense pas avoir toutes les compétences pour vous expliquer de la meilleure manière qui soit ce qu'est ce mouvement du wabi-sabi qui est un mouvement donc, comme je disais esthétique, philosophique. Je vous invite d'ailleurs à lire ce livre que j'ai trouvé très intéressant, le wabi-sabi à l'usage des artistes, que je vous mettrai en lien en dessous dans la barre d'infos si ça vous intéresse, qui va vraiment vous expliquer ce que c'est que le wabi-sabi. Moi j'ai pas envie de faire d'erreur, mais sachez que globalement c'est un mouvement esthétique qui va venir trouver de la beauté dans des objets du quotidien, dans des objets usés, vieillis par le temps, par l'action même de sublimer des fêlures, de sublimer quelque chose finalement qui est cassé. Eh bien on peut considérer que le kintsugi s'inscrit dans le mouvement du wabi-sabi puisque on va venir trouver de la beauté dans quelque chose d'ancien, de réparé et surtout d'imparfait. Donc voilà, moi j'ai mis quand même des réserves là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tendance à faire des liens un peu faciles entre le kintsugi, le wabi-sabi. Il y a même beaucoup de livres aujourd'hui qui sont écrits où on file la métaphore de manière plus psychologique, on va venir réparer ses blessures, faire une métaphore de la résilience, etc. Donc moi j'ai beaucoup
de personnes notamment qui me contactent pour m'acheter des pièces en kintsugi, par exemple lorsqu'ils ont un proche qui a été malade, dans un processus de guérison, ou lorsque eux-mêmes sont dans un processus de guérison à un niveau plus psychologique, ils ont vécu des choses dans leur vie qui ont besoin d'être réparées. Je sais que souvent les personnes aiment bien faire une réparation kintsugi pour transmettre un petit peu dans la réalité, dans leurs mains, eh bien cette blessure qu'ils ont envie de guérir en eux. Et donc c'est une magnifique métaphore en effet de la résilience, de la guérison. Cependant, je ne peux pas affirmer que à l'époque où le kintsugi a été créé, au XVe siècle, eh bien ils avaient déjà fait ce lien entre métaphore de la résilience, guérison, avec ce côté plus psychologique. Voilà, c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément à l'origine du kintsugi. Donc il faut quand même être un peu prudent dans la manière dont on parle du kintsugi et ne pas faire de lien trop rapide entre les modes d'aujourd'hui et l'époque où le kintsugi a été créé. Donc voilà un peu toutes les choses que j'avais à vous dire aujourd'hui dans une seule vidéo sur le kintsugi. Je pourrais en parler des heures. J'ai fait récemment un petit sondage sur mon compte Instagram où je vous demandais si vous aviez des questions sur le kintsugi. Donc là j'ai répondu à pas mal des questions que j'ai reçues. J'en ai également eu beaucoup sur les matériaux, où les trouver, lesquels exactement utiliser. Donc je réfléchis à faire une vidéo dans un second temps sur les matériaux, vraiment vous montrer moi ce que j'ai dans l'atelier, les différents ingrédients qu'on utilise pour le kintsugi, les outils, les pinceaux, etc. Et puis où les trouver également. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser en commentaire. Et là, je m'apprête à partir très prochainement au Japon et j'aimerais trouver sur place de la laque et du matériel à ramener en France pour pouvoir également en vendre à mes élèves qui viennent se former en kintsugi à l'atelier, voilà, pour qu'ils aient les meilleurs matériaux possibles. Donc si également vous êtes intéressé par du matériel, de la laque, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je pourrais vous en acheter éventuellement au Japon. Voilà, donc faites au plus vite car je pars début janvier, et sinon envoyez-moi un petit mail pour savoir si j'ai du stock. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à faire un petit like en bas, ça m'aidera vraiment à soutenir ma chaîne qui est toute neuve, et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.